Certaines œuvres paraissent simples en apparence. Le Prestige, roman comme film, possède une singulière double structure. Et pourtant, vous pensez l'avoir saisi, qu'il n'y a pas réellement de secret, que tout cela, au fond, était assez prévisible. David Lynch faisait de nous son MacGuffin. Le Prestige, lui, s'aventure peut-être plus loin. Ce n'est pas un prestige, ni même un unique secret que renferme l'histoire, mais une multitude de prestiges et de secrets, imbriqués selon la mécanique du mythe prométhéen. Une illusion savamment construite, emboîtée, dissimulée, répétée, jusqu'à ce qu'elle vous échappe totalement. Et pour cause, la possible résolution se trouverait quelque part entre deux mondes, entre le livre et le film, à l'image du spectre enfanté par Rupert Angier et Alfred Borden. Mais avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, empruntons ensemble un chemin de traverse. Plus long, plus sinueux. Peut-être que prestige et faux-semblants, secret et duplicité s'y révéleront. Mais ce que vous cherchez n'est peut-être pas ce que vous voulez trouver. À présent, vous cherchez le secret, mais vous ne le trouverez pas. Car bien sûr, vous ne cherchez pas vraiment. Vous ne voulez pas savoir. Vous voulez être trompé. Christopher Nolan est devenu, en moins de 20 ans, un réalisateur incontournable et certainement un peu plus que cela. Un acteur de premier ordre à Hollywood, aussi bien sur le plan de l'industrie que celui plus controversé, des idées et surtout de leurs applications, disons littéraires et pratiques. Sacré lors de la cérémonie des Academy Awards avec Oppenheimer en 2024, l'homme divise systématiquement et ne se prive pas de susciter le débat à chacune de ses œuvres, comme si, d'un geste malin, Nolan s'appliquerait avant tout à sublimer l'affect par les faits, le fond par la forme, conceptualiser, édifier, rendre possible, puis s'évanouir. Est-il prétentieux ou simplement un soliste génial interprétant sa partition avec juste un peu trop d'emphase ? En intriquant chacune de ces histoires en couches superficielles et nébuleuses pour une grande partie du public, il aurait en quelque sorte trouvé en la théâtralisation de ses théories une sorte de signature très personnelle, devenant par ailleurs un épiphénomène narratif qui, pour les uns, n'apporterait simplement rien à ses films, et pour les autres, formerait tout son génie créatif. Fait d'arme principale, exploser le cadre temporel, le temps. Sa distension dans Inception, sa transformation dans Interstellar, sa tension dans Dunkerque, sa transposition inversée dans Tenet, tout est fait pour que vous perdiez vos repères. Mais perdre vos repères, c'est déjà vous manipuler, que vous regardiez ailleurs. Complexifier l'intrigue, enrober la narration de différents niveaux de lecture, s'attaquer à des notions scientifiques, métaphysiques et même philosophiques très ambitieuses, autant de mécanismes d'effet pour aboutir au même point. Christopher Nolan a-t-il seulement envie de raconter des histoires, et pas juste de nous éblouir avec sa logorée narrative ? Se perçoit-il comme le grand Danton, bercé d'illusions ? Comme le professeur voué à son art ? Comme John Cutter, froid et inventif ? Ou comme Nikola Tesla, génie incompris ? Ce rapport trouble à l'identité, à divers degrés d'interprétation, se dessine comme le trait d'union entre deux Christopher, Priest l'auteur, Nolan le cinéaste, qu'une œuvre va très logiquement cristalliser à bien des égards. Le Prestige, monument littéraire aux qualités exceptionnelles, se révèle être un champ d'exploration sans commune mesure pour l'œuvre de l'auteur Christopher Priest, mais aussi pour le cinéaste Christopher Nolan, qui met en application une forme d'obsession pour l'illusion, grande métaphore quant à l'acte de création. Et vous le verrez, la double caractérisation du Prestige, via ces deux itérations, littéraire et cinématographique, s'accorde parfaitement avec la notion de faux-semblant, symbolisée par le spectre de Borden et d'Angier, réel et très lisible dans le cinéma de Nolan, et pourtant si subtil dans le roman de Priest. Chaque numéro de magie comporte 3 parties, ou actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous montre quelque chose d'ordinaire, un jeu de cartes, un oiseau ou un homme. Il vous présente cet objet. Peut-être même
qu'il vous demande de l'inspecter pour que vous constatiez qu'il est en effet authentique, inaltéré, normal. Mais bien entendu, il ne l'est probablement pas. Le second acte s'appelle le tour. Le magicien prend cet objet ordinaire et en tire quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous cherchez le secret. Mais vous ne le trouvez pas, car bien sûr, vous ne regardez pas réellement. Vous n'avez pas vraiment envie de savoir. Vous avez envie d'être dupé. Mais vous ne pouvez vous résoudre à applaudir. Parce que quelque chose qui disparaît n'est pas suffisant. Il faut le faire revenir. Voilà pourquoi tout numéro de magie possède un troisième acte. Le plus difficile. Celui que l'on nomme le prestige. Je pense que mon intérêt pour les histoires de magiciens vient en partie des parallèles que j'ai trouvés entre ce que font les cinéastes et ce que font les magiciens. Aujourd'hui, les réalisateurs offrent beaucoup de ce que les magiciens de scène apportaient à l'époque victorienne. Il y a beaucoup de similitudes dans la méthode et la manière dont un tour ou une série de tours est présenté au public. Regarder un film repose, à mon sens, sur l'implication active du spectateur et sur cette suspension volontaire de l'incrédulité. On connaît le tour, mais on choisit de l'oublier pour mieux l'apprécier. Le Prestige possède deux identités. La première, la plus évidente et la plus complète, est le roman de Christopher Priest, sorti en 1995, structurant sa narration de manière non linéaire, présentant plusieurs points de vue, narrateur et lignes temporelles, l'ensemble étant largement occupé par les journaux de deux magiciens rivaux, Alfred Borden et Rupert Tangier, dans le Londres victorien du XIXe siècle, soit l'âge d'or de l'illusionnisme et du music-hall. Et cela n'a rien d'anodin. La toile de fond de Christopher Priest fait partie intégrante de l'idée première du Prestige, imbriquer l'histoire dans un monde de très grands bouleversements. Une période se révélant riche en progrès industriels et scientifiques, de la machine à vapeur au cinématographe, de l'électricité au chemin de fer, mais aussi en pensée philosophique et culturelle, en révolution sociale avec la naissance du syndicalisme, ou encore de la littérature anglaise comme roman national marquant l'identité culturelle et l'imaginaire du monde occidental, avec Charles Dickens, Charlotte Brontë ou encore Arthur Conan Doyle. L'ère victorienne fascine à juste titre, et si ces divers progrès et révolutions ne se limitent ni à l'Angleterre ni à l'Europe, l'imagerie culturelle de cette période se cristallise admirablement avec les figures d'Oliver Twist, Jane Eyre, Sherlock Holmes, et bien entendu Jack l'Éventreur, Dorian Gray, ou encore le héros David Copperfield de l'auteur Dickens, figure universelle voire universaliste victorien qui, s'il n'a aucun lien avec l'illusionnisme dans le roman original, verra la réutilisation de son nom par l'un des plus grands illusionnistes de notre époque moderne. Une période qui, enfin, permet aussi l'émergence d'une sophistication de l'art du spectacle comme jamais auparavant. Imaginez un peu, un monde de crimes irrésolus, de pauvreté omniprésente, d'une gangrène capitaliste recouvrant peu à peu le monde, d'une justice inefficace ou corrompue, aux classes populaires plus laborieuses que jamais, la révolution industrielle creusant encore et toujours les inégalités. Le futur a un sale goût, à la fin du 19e siècle. Okay, there she is. A real city. The future. Mais une lueur d'espoir naît de cette technologie insidieuse qui porte également en elle la notion de révolution. L'art se voit littéralement transfiguré, la musique, l'architecture, la littérature, mais aussi le regard qu'on va lui porter, son universalité et son impact culturel, transversaux aux époques et aux civilisations. Nous parlons d'art, mais au départ, cette notion quelque peu nébuleuse est loin d'être perçue comme telle.
Ses représentants sont plutôt des industriels à la Thomas Edison, voire des artisans à la Nikola Tesla, domptant un langage, une technique, mais suffit-il de maîtriser le coup de pinceau pour être considéré comme un artiste ? C'est dans ce monde de toutes les contradictions, de la moralité de Jekyll et Holmes en proie à la décadence de Hyde et Moriarty, de la science contre la folie, de la raison contre la monstruosité, qu'émerge une discipline, l'art du spectacle, pourvu d'une éclatante inventivité, parfois d'une sinistre perversion, mais aussi d'une sophistication inattendue, où l'innovation au service de la narration donne naissance au premier âge d'or de l'illusionnisme commercial, presque en même temps que le cinématographe, dont le grand Georges Méliès, cinéaste visionnaire français, en est la double incarnation parfaite. Une histoire plus vieille qu'on ne le croit et que je ne raconterai pas dans cette vidéo, marquée par Jean-Eugène Robert Houdin, inventeur et magicien français du XIXe siècle, ayant mis au point et perfectionné un nombre important d'idées, de pratiques et de mises en scène considérées comme le point de naissance de l'illusionnisme moderne. Le célèbre Harry Houdini, prestidigitateur hongrois naturalisé américain, légende de la magie, lui doit son pseudonyme même s'il dénonce son mentor français dans un livre cinglant, l'accusant de vol, de réappropriation et détournement d'idées. Houdini qui, lui-même, passa sa vie à perfectionner et utiliser des techniques plus vieilles pour renouveler et moderniser l'art du spectacle. En tout état de cause, cette ambivalence entre démarches authentiques et falsifiées s'inscrit ici comme le reflet d'une période de grands bouleversements où distinguer le vrai du faux, entre évolution sociale et technologique, entre réels inventeurs et escrocs, s'impose comme un pari hasardeux. Cette dualité, cette course frénétique à l'exposition, au succès, à la reconnaissance, à la fortune et à la gloire pour les plus aventureux d'entre vous, se cristallise dans le prestige à plusieurs niveaux. Nikola Tesla et Thomas Edison, la science hautement visionnaire se percutant contre l'industrie bassement commerciale, peut déjà se voir comme une opposition similaire à celle d'Alfred Borden et Rupert Tangier, où les notions de sacrifice, d'authenticité, de course à la réussite et de culture du secret vont dépasser le cadre même de l'art scénique et de la prestidigitation jusqu'à en devenir maladifs, déstructurant les rapports humains dans une société en plein bouleversement. Une opposition qui s'inscrit dans la vision allégorique de Robert Louis Stevenson, auteur écossais de l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde en 1886, métaphore de la duplicité morale dans l'ère victorienne, comme les deux faces d'une même pièce. Et dans le prestige, la question se pose en thématique sous-jacente. Que se passe-t-il si les deux faces sont identiques ? Le secret n'impressionne personne. C'est le tour que tu utilises qui fait tout. L'illusion est la promesse du prestige. Si le livre de Proust se révèle plus complexe que le film de Nolan, les deux œuvres partagent la même rhétorique narrative visant à déstructurer la narration tout en y amenant l'idée de dissimulation. Par effet de hors-champ, ce qui est raconté ne forme ni l'entièreté du récit, ni son exactitude. Simple en apparence, le récit du prestige s'impose rapidement comme un modèle de narration non linéaire, avec ses pièges et faux semblants. Un exercice déjà aperçu chez Nolan avec le film Memento en 2000, où le principal protagoniste, Leonard Shelby, souffre d'amnésie antérograde avec l'impossibilité de se rappeler les événements récents. Le récit entier alterne entre narration passée en noir et blanc et narration présente en couleur, avec deux lignes chronologiques distinctes et inversées, se rejoignant à la fin. Le spectateur se retrouve dans la peau de Leonard à reconstituer les événements. Mais Memento va au-delà. Le personnage se ment à lui-même, s'aiguille vers de fausses pistes. Une vision cynique et vertigineuse, puisque Leonard n'est que la somme de son éternelle amnésie. Il n'est ni coupable, ni innocent, et tout autant les deux à la fois. Il est les deux faces de la même pièce. Mais en entretenant la promesse de son prestige, découvrir la vérité du meurtre de sa femme, il entretient surtout son illusion. Ne pas rompre la quête. Ne pas briser l'espoir d'un but à entretenir, l'émerveillement, la croyance. L'acte est délibéré, mais inconscient par nature, et avoir connaissance de ce secret n'est pas désirable. Leonard est la métaphore des spectateurs. Il ne veut pas savoir, il veut être bluffé. Quand j'ai entendu l'histoire de Qingling Fu, j'ai su que j'avais trouvé le roman que je voulais écrire. Le livre et le film ont quelque chose d'important en commun, un désintérêt total pour le secret des tours de magie. Vous pouvez découvrir ou non comment la magie de l'histoire fonctionne, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Le prestige parle en réalité de l'état d'esprit unique des magiciens, d'une ingéniosité sans fin, obsessionnellement secret et insatiablement curieux. Vu sous cet angle, la magie est en réalité bien plus divertissante qu'on ne le pense,
et on finit par ne plus se soucier de savoir si le lapin était dans le chapeau depuis le début. Cette rhétorique de narration n'est pas spécialement nouvelle, surtout chez Christopher Priest. La Fontaine pétrifiante en 1981 raconte l'histoire d'un homme en état de supposée dépression, s'inventant un monde pour l'écriture de son autobiographie où il entremêle réalité et fiction, entretenant inconsciemment un équilibre mental fait de souvenirs et de mensonges, où nous ne savons, comme le protagoniste, plus distinguer le vrai du faux. La duplicité du récit et ce que l'on considère comme étant la vérité ne sont jamais vraiment explicités. Nous restons dans un état intermédiaire, le secret n'est pas révélé, il est ce que vous en faites. Plus impressionnante encore, le roman La Séparation en 2002 raconte l'histoire de jumeaux lors de la Seconde Guerre mondiale par le biais de plusieurs protagonistes, de lettres, de journaux, de témoignages, de récits à la première personne pour finalement brouiller totalement la narration. Inspiré par la structure du Prestige, écrit 7 ans plus tôt, La Séparation propose lui aussi une promesse claire et captivante. Mais plus le récit avance, plus les incohérences font douter le lecteur, jusqu'à remettre en question l'existence même des jumeaux, ou plus simplement, de la véracité des événements rapportés. Où se cache la vérité? Pourquoi nier, contredire, modifier la version de l'autre? Priest, en excellent conteur qu'il est, ne cherche en réalité pas à offrir un mystère à résoudre. Il n'y a pas de réponse. Les incohérences font partie intégrante de l'histoire, du message délivré. La Fontaine pétrifiante, le Prestige ou la Séparation sont des métafictions, des récits où le lecteur est placé dans un état d'incertitude, elle-même étant un élément central de la rhétorique narrative de Priest. La fiction comme mécanisme de survie, là où le monde lui-même nous semble déconnecté et incohérent. Les jumeaux, tout comme Leonard Shelby de Memento ou Borden et Angier par le biais de leurs journaux, entremêlent leur vie de mensonges, de manipulations, de faux-semblants. Ils seraient en quelque sorte l'incarnation des obsessions de leur créateur, pour qui la notion de vérité n'a très souvent aucune importance, sur le fond comme sur la forme. Ce type de récit, vous les connaissez. Il s'agit d'adaptations ou d'Eternal Sunshine de Charlie Kaufman, de Faux-semblants ou d'Existence de David Cronenberg, le second étant d'ailleurs écrit par Christopher Priest, et bien sûr Mulholland Drive, Twin Peaks ou Inland Empire de David Lynch, le boss final des cinéastes manipulateurs. It is happening again. On peut également citer d'autres réalisateurs et auteurs à divers degrés de similitude avec l'idée de transfigurer la promesse d'une œuvre a priori lisible en expérience quasi cognitive et réflexive pour le spectateur, à l'image des cinéastes Kiyoshi Kurosawa, Mamoru Oshii, ou les actuels Ari Aster et Jordan Peele, voire le très inégal M. Night Shyamalan. Un cinéma rarement linéaire, piégeux, qui incite à la réflexion, même si le final peut se retrouver exempt de secrets à proprement parler, d'une résolution claire et significative, aussi bien pour les protagonistes que pour les spectateurs. Le Prestige s'inscrit totalement dans cette optique. Entre omission et manipulation, le lecteur perd vite ses repères. Dans le livre comme dans le film, les deux magiciens tentent de se manipuler par le biais de leurs journaux respectifs. Borden et Angier sont à la fois auteurs et lecteurs. L'œuvre de Priest, et par extension celle de Nolan, pose donc cette simple question. Qui est réellement manipulé? L'histoire du Prestige repose sur un concept simple, un duel de magiciens à l'ère victorienne, idée que Christopher Priest a en prenant connaissance de la vie de l'artiste chinois Qing Fu, voyageant aux États-Unis pour présenter des tours jugées exceptionnelles pour l'époque, en plus d'attirer les foules avec la dimension exotique de ses origines. Un de ses tours les plus célèbres était l'apparition d'un immense bol rempli d'eau, dans lequel il extrayait un enfant de petite taille. L'illusion est reprise dans le Prestige, bien que très transformée, mais ce qui n'est pas raconté, c'est que Qing Fu a connu un concurrent se faisant passer pour lui. William Ellsworth Robinson, sous les traits de Chung Ling Soo, trouvant succès en Europe et notamment à Londres, en expliquant être l'enfant d'un missionnaire écossais et d'une femme chinoise. Fin tragique pour Robinson puisqu'il décède suite à un accident sur scène lors de la performance du tour La Balle attrapée, visible dans le Prestige. Le fait intéressant et moteur de l'histoire du roman pour Priest est non seulement la concurrence sur fond d'usurpation entre deux magiciens, mais aussi l'acte de sacrifice pour son art. William Robinson, jusqu'à sa mort, feint son personnage à tout instant dans sa vie publique pour ne pas risquer d'être découvert. Un sacrifice sous forme de faux-semblants, où la manipulation est au service de la promesse. Dans le film, Robinson n'est pas cité, mais Qing Fu s'y trouve. Selon Borden, son sacrifice est de se faire passer pour un vieil homme diminué, pour cacher au monde entier qu'il est en réalité capable de réaliser des tours physiquement prodigieux. C'est là que résiderait le véritable Prestige.
Le concept posé, Priest ne pouvait le traiter de manière classique. Ses précédentes œuvres, et notamment La Fontaine pétrifiante, témoignent d'une obsession pour l'auteur de réserver à ses histoires un traitement particulier. La forme doit rejoindre le fond, et même mieux que cela, la forme doit troubler le fond, rendre ses contours incertains, le faire douter de lui-même. Le lecteur doit perdre tous ses repères. En nommant son livre Le Prestige, en prenant en toile de fond le monde de l'illusionnisme à l'époque victorienne, et en faisant intervenir Nikola Tesla, Priest sait qu'il est attendu. La structure formelle et thématique du roman est sa promesse, celle qui annonce le tour et sa résolution sous une forme éclatante. Mais sauriez-vous précisément définir quel est son prestige ? Les magiciens ne protègent pas leurs secrets parce qu'ils sont impressionnants, mais parce qu'ils sont communs et insignifiants. Chuchotez-le une seule fois, et ils s'évanouissent. Le livre propose un développement relativement différent du film. Les journaux de Borden et Angier sont bel et bien présents, mais Priest les encadre d'une narration au-delà, à l'époque présente, avec les descendants des deux magiciens. Tourmentés par des questionnements existentiels, les protagonistes cherchent des réponses dans les récits de leurs ancêtres. Sauf que ceux de Borden sont lus sous le filtre d'Angier. Un récit dans le récit, une histoire dans l'histoire, et vous allez le voir, cette simple idée narrative va faire toute l'excellence du propos. Préfigurant presque Inception, cette mise en abîme de la double perception permet la plongée dans une narration à plusieurs niveaux de lecture. Prodigieux d'un bout à l'autre, Le Prestige dans sa version roman transfigure littéralement les codes. Sa promesse devient son prestige, et son prestige, son tour malicieux. A contrario, le film n'admet pas de narration à l'époque moderne, très certainement à cause de sa complexité confusante, difficile à tenir dans un long métrage classique. Il met en scène Rupert Angier et Alfred Borden dans une structure narrative articulée de façon très méthodique en deux axes principaux, et si elle paraît classique au premier abord, elle s'ouvre néanmoins avec la mort d'Angier et le procès de Borden qui s'ensuit. La promesse est alors bien différente de celle du livre, la résolution est connue, la mort d'Angier, l'intrigue étant de savoir si Borden est impliqué dans sa mort, volontairement ou non. La structure du film se montre alors de prime abord plus linéaire, tout en abordant différemment l'intrigue et les enjeux. C'est ainsi que, subrepticement, se dessine une seconde ligne de vie, différente du livre mais comportant un twist caché saisissant. Il y a bien deux prestiges, c'est-à-dire deux œuvres différentes, comportant elles-mêmes une multitude de prestiges, donc d'illusions, qui se révèlent étonnamment complémentaires. Le livre est plus complexe, plus retors, avec des séquences plus ouvertement lisibles sur le fonctionnement de la machine et ses conséquences, avec des visions d'effroi qui le feraient presque passer, par moments, pour un roman d'horreur. Le film, quant à lui, propose un récit plus classique, moins fantastique, mais il convient plutôt de se pencher sur leur structure, le tour qu'il réserve à des spectateurs avides de révélations fracassantes. Je suis simplement romancier. Je ne sais même pas comment la plupart des tours sont réalisés. Tout repose sur la performance, car les secrets de la magie ne sont jamais si complexes. Au risque de paraître prétentieux, ce qui m'intéresse dans la magie de scène, c'est sa nature métaphorique par rapport à l'art. Par exemple, j'ai toujours aimé égarer mes lecteurs dans mes romans, et les magiciens utilisent des techniques de diversion similaires. Ce n'est pas du simple tour de passe-passe, la véritable diversion consiste à amener le public à faire lui-même des suppositions sur ce qu'il voit, ou, dans mon cas, sur ce qu'il lit. En illusionnisme, le tour est l'élément central, celui qui bouscule nos perceptions, ce qui permet une mise en parallèle avec l'art de la narration, plus précisément au cinéma, bien que tout à fait tangible dans d'autres formes de récits. Et il se trouve que le terme MacGuffin, popularisé par Alfred Hitchcock et qui donne sens à l'endroit où vous vous trouvez, se glisse parfaitement dans la peau de l'élément perturbateur au centre du tour. Un tour qui peut donc être de magie, certes, mais aussi un tour d'escamotage narratif. C'est à ce moment-là où le MacGuffin devient autre chose, généralement métaphoriquement transformé, à l'image de la quête du Graal s'incarnant dans le Père, ou l'importance de l'anneau de pouvoir se confondant avec celle de Frodo et de ce qu'il symbolise pour le monde. En clair, le tour est le moment où le MacGuffin, l'oiseau ou l'assistante du magicien, devient autre chose, où le spectateur perd pied, jusqu'à douter de la véritable nature ou finalité de ce qu'on lui raconte, sur scène ou à l'écran. Un concept fonctionnant à merveille pour l'art de l'illusionnisme et son miroir cinématographique, qui n'est, en tout état de cause, que l'une de ses incarnations modernes.
Pour autant, l'illusionnisme au cinéma n'est curieusement pas si courant, notamment sa représentation fantasmée à l'époque victorienne en Angleterre, du Second Empire ainsi que de la Belle Époque en France, avec les cabarets, les théâtres, l'art nouveau et l'imaginaire de Jules Verne, ce que raconte toutefois symboliquement et avec nostalgie le film d'animation L'Illusionniste de Sylvain Chomet en 2010, tiré de Jacques Tati. Quelques biographies consacrées à Harry Houdini existent bien, notamment en 1953 avec Tony Curtis, mais Le Prestige reste en définitive l'un des très rares représentants de son espèce. Le seul véritable film pouvant rivaliser dans sa catégorie sort la même année que le film de Christopher Nolan, L'Illusionniste de Neil Burger, adapté d'une nouvelle de Steven Milhauser parue en 1990. Une courte œuvre littéraire relatant la vie d'un magicien, dont les événements deviennent peu à peu de plus en plus étranges. Le film ne transcende malheureusement pas l'œuvre originale et n'exploite pas le plein potentiel de la notion d'illusion. Et c'est précisément l'une des très grandes forces du Prestige. La maîtrise de l'illusion, et donc du tour, est au cœur du livre et du film. L'histoire s'articule très exactement selon deux axes, faisant battre le rythme de l'intrigue avec ses notions de duplicité, d'opposition et de faux-semblants. Le scénario, comme terrain de jeu subtil d'un théâtre des reflets, prend appui sur la notion de dichotomie. Les éléments principaux ne se contentent pas de s'opposer entre eux, ils s'inscrivent également dans un jeu d'écho et de répétition comme première étape du tour. Mais, vous l'aurez deviné, le premier effet miroir est celui opposant le livre et le film. Le cœur du roman de Christopher Priest est la lecture des journaux d'Angier et Borden, mais ne forme pas l'intégralité de la narration, là où le film laisse une place considérable aux écrits des magiciens, se cantonnant au début du XXe siècle. Et à ce propos, il n'aurait donc pas de MacGuffin dans Le Prestige, du moins pas en apparence. Puisque le récit se révèle non linéaire, ce jeu de faux-semblants admet donc une construction qui vise à étriller la notion de quête. Métaphoriquement, pas de Graal à retrouver ou d'anneau à détruire, aucun but précis et commun à tous, situé imperturbablement quelque part vers la fin du récit. Dans Le Prestige, les protagonistes ont leur propre motivation, leur façon d'y parvenir, et l'intrigue principale du film, le meurtre d'Angier montré en ouverture mais correspondant à un acte avancé dans la narration, n'est déjà qu'une diversion dans le tour. En miroir, les protagonistes du Prestige nous offrent déjà une réponse quant à la construction du tour, imbriquée dans le rapport qu'entretiennent le livre et le film. Je suis un vestige de moi-même. Ma vie ne vaut littéralement plus la peine d'être vécue. L'homme qu'ils aimaient est mort, et il m'est impossible de le remplacer. Rupert Angier est considéré comme le protagoniste principal de l'histoire. Riche héritier, il montre cependant une complexité plus subtile dans le film de Nolan. Dans le roman, celui qui se fait appeler le Grand Danton commence son journal à l'âge de 9 ans et montre assez tôt des signes d'intérêt pour la prestidigitation. Un milieu difficile où l'argent ne peut réellement l'aider, mais plutôt le talent, l'inventivité. Développant un orgueil démesuré au fil de sa vie, il souhaite devenir le meilleur, le plus éclatant des magiciens, et désigne assez vite Alfred Borden comme son plus grand rival, mais qui n'est le reflet que de son propre complexe d'infériorité. Dans le film, les deux hommes sont de conditions modestes, débutant avec le magicien vieillissant Milton, sous la supervision de l'ingénieur John Cutter, et leur rivalité commence avec la mort accidentelle de la femme de Rupert, assistante de scène Julia. Rien de tout cela dans le livre, où Julia connaît une fausse couche suite à une bousculade causée par Borden. Dans le film, Angier finit par dévoiler sa véritable identité, Lord Cadlow, un aristocrate fortuné que l'orgueil pousse à surpasser Borden, dont il envie la sophistication en plus d'être obnubilé par son secret. Chacun de nous n'a vécu qu'une demi-vie. C'était suffisant pour nous, mais pas pour elle. Alfred Borden, contrairement à son rival, est né d'une famille modeste qui peut toutefois l'envoyer dans une école lui permettant d'apprendre la lecture et l'écriture, un rudiment d'histoire et même la langue française qu'il ne maîtrisera jamais totalement, mais qui lui permet de prendre sur scène la posture d'un professeur de magie français. Le journal de Borden dans le roman est plutôt court, mais incomplet. Plus loin dans la narration, Angier confirme qu'il contient un nombre considérable d'explications et commentaires sur ses tours. Ainsi, le Grand Danton s'applique à modifier, augmenter et au final s'approprier le journal de son rival pour le publier en son nom. Telle est sa terrible vengeance. Toutefois, Borden cacherait un secret que même ses écrits ne révèlent jamais.
Non pas qu'il est un frère jumeau caché, mais plus subtilement qu'il serait deux personnes, partageant la même vie, alternant leur rôle à tout moment, en cachant l'existence de l'autre. Il est alors important pour plus tard de considérer Borden comme une seule et même entité qui aurait enclenché le schéma inverse du dédoublement de la personnalité chez un individu, c'est-à-dire une fusion parfaite de deux individualités en une conscience indivisible. C'est d'ailleurs le grand drame conté dans la version de Nolan qui s'éloigne de celle de Priest. La symbiose finit par se fissurer, l'entité unique Borden créant une itération de lui-même avec deux Borden, impactant sa double vie auprès de Sarah et Olivia. Ce déchirement, nous le verrons plus tard, s'inscrit en opposition totale à celle du roman, mais symbolise la même idée développée par Priest, puisqu'elle paraphrase la présence du double de Rupert Angier. Rentrez chez vous, oubliez cette histoire. Je reconnais une obsession quand j'en vois une. Et rien de bon n'en sortira. Je les ai suivis trop longtemps. Je suis leur esclave. Et un jour, elles choisiront de me détruire. Ingénieur serbe emblématique de son époque et scientifique d'une importance indicible pour le XXe siècle jusqu'à notre époque, Nikola Tesla symbolise le pivot de la narration aussi bien du livre que du film, en créant la machine de Rupert Angier, ce dernier désirant voler l'idée de l'homme transporté de son rival Borden, ayant déjà collaboré avec Tesla, bien que la nature de cette collaboration semble absente du livre et considérablement floue dans le film. Le grand Danton veut surpasser tout ce qui a été vu et fait. Il veut réellement se transporter d'un endroit à l'autre d'un théâtre, pas juste utiliser des mécanismes de sophistication comme le fait le professeur. Des mécanismes dont il ignore d'ailleurs totalement la nature et qui l'obsèdent au plus haut point. S'il ne peut comprendre, il veut faire mieux. Nikola Tesla, incarné dans le film par l'irréel David Bowie, est alors dépeint comme ce qu'il a réellement été. Un génie au dernier degré de l'excellence, par ailleurs polyglotte, progressiste, rêveur, avec sa dimension artisanale renouvelant sans cesse ses idées et ambitions, et qui provoque controverse et inimitié aux États-Unis où il s'installe au départ comme employé de Thomas Edison. Ce dernier cherchera toute sa vie à le décrédibiliser, lui et son courant alternatif. L'histoire fera naturellement le tri, mais la vie de Tesla ne fut pas des plus sereines. De façon surprenante, Tesla se lie en miroir du personnage de John Cutter, qui diffère énormément du livre à son adaptation, notamment par son immense importance dans le film, incarné par le brillant Michael Caine, référence morale et rassurante, une sorte de lien que tente Nolan avec son public. L'ingénieur serbe crée la véritable magie par le biais de sa machine, et amène aussi le prestige sur le terrain du fantastique, là où Cutter est l'ingénieur pragmatique qui devine immédiatement que Borden a une doublure. L'effet miroir s'installe de manière allégorique dans le récit, où s'affrontent deux visions du monde, celle d'un idéalisme aveugle symbolisé par Angier et Tesla, et celle d'un réalisme pragmatique symbolisé par Borden et Cutter. La lecture est toutefois plus complexe qu'une simple opposition, puisque dans les deux cas, la notion d'illusion domine et mène inexorablement à la tromperie, et donc à l'échec. Leurs tours convergent littéralement à un prestige inversé, la destruction et la mort, et même pire avec la notion de souffrance expiatoire découlant d'un acte contre nature, vécu au premier degré métaphysique dans le roman. Sous l'apparence d'un livre et d'un film parfaitement construit, ce qu'il est au plus profond de lui-même, le Prestige propose ainsi une véritable construction en miroir par ses deux itérations, littéraire et cinématographique. Le déroulement des histoires apporte par conséquent les éléments nécessaires à l'élaboration de la grande illusion permise par les deux œuvres, individuellement comme collectivement, à l'image des frères Borden ou d'Angier et son double mystérieux. Ce que Nolan montre, Priest l'insinue. Ce que le film explicite, le livre le trouble. Le tour s'installe précisément ici, dans cette duplicité que promet la notion même d'adaptation. Toute fiction égare le lecteur, ou peut le faire. On lit souvent les auteurs de thrillers en parler, semés de fausses pistes, ce genre de choses. Mais quand un magicien utilise la diversion, il faut quelque chose de plus subtil et fascinant. Il joue avec les suppositions du public qui va s'en mêler lui-même. Le jeu de cartes encore scellé, donc forcément neuf, la bouteille pleine d'eau, donc forcément lourde. C'est ce genre d'effet que j'ai essayé de retranscrire dans Le Prestige. La narration est comparable à un numéro de magie. La plupart des gens qui lisent un roman écrit à la première personne supposent raisonnablement que ce qu'ils lisent est honnête ou fiable, qu'il n'y a qu'un seul narrateur ou encore que personne n'a altéré le texte avant publication. Pour moi, toutes ces suppositions ouvrent la porte à quelques renversements sournois. L'élément central de l'histoire, qui porte la narration et rend le récit particulièrement fascinant, est bel et bien la machine de Nikola Tesla.
Aucune ambiguïté, ni dans le livre ni dans le film, la machine fonctionne, dupliquant le cobaye se trouvant à l'intérieur, que cela soit un haut de forme, un chat ou un homme. Un pouvoir terrible s'il est mal utilisé, pour quiconque ne mesurant pas le coup. Angier se retrouve en possession de ce pouvoir dans les 2 itérations du récit, mais avec une différence notable. Dans le film, la machine crée des clones. L'entité qui en sort est un double parfait, physiquement et psychiquement. Mais dans le roman, la subtilité est majeure. Le clone créé devient le véritable Angier, avec un transfert de sa psyché de son ancien à son nouveau corps. Le cobaye original s'effondre, inerte. L'enveloppe corporelle est copiée, mais la conscience ne l'est pas. Elle est unique et supposément indivisible. Cela nous amène au cœur même du propos du Prestige. Le roman de Priest s'articule en 3 axes, s'imbriquant les uns aux autres comme des strates narratives. Le premier niveau nous amène à l'époque dite présente, avec Kate Angier et Nicola Borden, portant son nom d'enfant adopté, Andrew Wesley. Dans sa jeunesse, la jeune femme assiste au meurtre d'un jeune garçon dans la demeure familiale qu'elle pense être le jumeau d'Andrew, qu'elle convoque en conséquence une fois adulte pour lui présenter la situation. Les journaux de leur aïeul en main, la lecture commence. Leur enquête les mène vers une révélation terrible. Andrew serait le clone d'un jeune garçon ayant subi les effets de la machine de Tesla des décennies plus tôt, lors d'une confrontation entre les descendants d'Angier et Borden. Aux yeux des témoins, le petit garçon est tombé inerte, mort sur le coup. La grande particularité est qu'Andrew s'est toujours senti incomplet, pensant fermement avoir un frère jumeau quelque part. Ainsi, la conscience transférée laisserait, itération après itération, un peu d'elle-même quelque part, entre 2 pans de la réalité. Selon ce schéma, comment considérer la conscience d'Alfred Borden ? S'il est relativement similaire dans les 2 versions du récit, un élément troublant se présente uniquement sous la plume de Priest. Jamais Borden ne confirme avoir un frère jumeau dans le roman, idée martelée uniquement dans l'enquête menée par son rival. Borden affirme même l'inverse avec force lors de sa confrontation avec Angier, ce qui conduira à sa mort quelque temps plus tard, sans doute des suites du choc émotionnel considérable qu'il reçoit. Nous pouvons nous poser légitimement la question, Borden est-il en réalité, dans le roman, des frères jumeaux ? Dans le film, aucune ambiguïté, leur existence est révélée, montrée et même mise en scène avec le personnage inventé de Fallon. La divergence des 2 versions est ainsi proprement considérable car elle révèle un point de jonction remarquable. La vie sacrificielle de Borden dans le film est la métaphore du terrifiant drame existentiel que subit Angier dans le roman. Je me suis battue avec moi-même à propos de cette nuit-là. Une partie de moi jurant avoir fait un simple nœud coulant, l'autre convaincue d'avoir fait le double long fort. Je ne pourrais jamais en être certain. Dans le film comme dans le livre, Borden provoque bien l'accident qui va initier sa rivalité avec Angier. Mais dans les 2 cas, le professeur ne le fait pas par malveillance. La chute de Julia provoquant sa fausse couche selon Priest et le double nœud provoquant sa noyade selon Nolan ne sont pas volontaires, Borden regrettant profondément dans les 2 cas, et si les situations divergent, leur fonction narrative est similaire. C'est au terme de la rivalité des 2 hommes que les récits prennent des directions très différentes. Dans le film, Angier piège Borden en orchestrant son propre meurtre. Une fois le transfert fait, alors que son rival découvre la situation sous la scène, le grand Danton se cache et ne termine pas le tour. Il a reconnu son adversaire s'infiltrant parmi les spectateurs, qui lui sert d'alibi pour simuler sa mort. Angier est le manipulateur du film, le grand orchestrateur des malheurs qui suivront, par un acte délibéré et purement égoïste. Mais dans le roman, Borden est bien responsable du dysfonctionnement de la machine lors de la représentation finale, en coupant l'alimentation pendant le tour, craignant qu'un incendie ne se déclenche lorsqu'il voit le générateur s'emballer en sous-sol. L'homme croit naturellement que le tour de son rival n'est qu'une illusion visuelle, que l'installation ne fait que cracher des éclairs, comme il l'a lui-même fait auparavant avec sa propre machine. En coupant le générateur, au pire il gâche le tour et ridiculise le grand Danton, tout en évitant un drame. Ainsi, dans les 2 cas, Borden n'est pas malveillant en dehors de fouiner un peu partout pour comprendre le secret d'Angier. Mais son acte a, dans le roman, des conséquences littéralement effroyables. La conscience d'Angier ne se transfère pas complètement dans son nouveau corps, qui lui-même n'a pas le temps de se reconstituer entièrement à l'autre bout du théâtre, suite à l'arrêt de la machine en cours d'exécution. Dans un état de transposition suspendu, Angier est dissocié de lui-même, la création d'un jumeau. D'un côté, un corps spectral presque invisible, poisseux et irréel, et de l'autre un corps malade, mourant, attaqué de nombreuses maladies. Incomplètes des 2 côtés, les 2 entités subsistent un peu mais ne peuvent survivre longtemps ainsi.
Le choc considérable de Borden cité plus tôt, le menant à sa mort, est bien provoqué par sa rencontre avec le spectre vengeur d'Angier. Ce dernier, après avoir tenté d'assassiner son rival, finit par rejoindre celui qui l'appelle son prestige en convalescence dans son manoir, le corps qui aurait dû tomber inerte après le transfert. Ainsi, l'Angier spectral assiste à la mort d'Angier le prestige, avec l'horrible perspective d'une vie éternelle à évoluer dans une semi-réalité, aussi froide que solitaire. Ce destin est, par effet miroir mais bien plus terre-à-terre, exactement celui de Borden dans le film. À l'image de Borden, incomplet sans son frère jumeau, ou celle d'Angier et son pendant spectral, le film s'impose comme le double du livre, incomplet mais autonome, trouvant sa pleine dimension par la lecture du roman. Tel est le tour de Jonathan et Christopher Nolan avec Le Prestige, séparant et rationalisant les thématiques à l'image de Borden, là où Priest préfère les entremêler pour révéler, à travers Angier, une réflexion plus existentielle et équivoque. En résulte non pas un, mais une multitude de prestiges, miroirs fragmentés d'une même illusion. Au départ, j'ai trouvé le film déroutant. Il était différent du livre, mais en même temps très similaire. Je me disais sans cesse, ce passage est excellent. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça ? Il m'a fallu une demi-heure pour me calmer et le regarder comme un film normal. Jusqu'à ce moment-là, je trépignais intérieurement et j'essayais de ne pas dire « Holy shit » à voix haute. C'était superbe et en même temps, je remarquais les différences. Mais j'y suis retourné quelques jours plus tard et là, tout m'a semblé beaucoup plus clair. J'ai commencé à comprendre que c'était une interprétation distincte du matériau de base. La descente dans les différentes strates de prestige de l'œuvre combinée de Christopher Priest et Christopher Nolan se révèle vertigineuse, un peu à l'image des rêves dans le rêve d'Inception, dont la construction s'apparente là aussi à un tour d'illusionnisme en 3 actes. Au premier abord, c'est un autre roman de Priest qui retient l'attention quant à la notion de mise en abîme du réel imbriqué dans l'imaginaire, Futur intérieur, publié en 1974. Dans ce récit, des scientifiques inventent un système visant à mettre en commun plusieurs esprits pour imaginer le monde de demain, se projetant dans une réalité fictive et futuriste tout en se fabriquant une nouvelle vie, des souvenirs et une autre identité. La frontière entre les deux pans de réalité finit inexorablement par s'embrumer, certains ne voulant plus quitter le rêve, ne plus quitter l'illusion. Le parallèle ainsi créé avec le prestige ne rend son cheminement que plus lisible. Le monde réel se substituant progressivement par un monde fabriqué, fantasmé, mais qui dépasse largement les limites de la scène, où le tour se joue dans la vie de tous les jours, à l'image de Borden qui cacherait sa réelle double identité, et celle d'Angier, son réel statut social, l'artificiel se confondant avec le réel. À l'image des scientifiques du roman Futur intérieur, les deux illusionnistes adaptent leur vie, leur démarche quotidienne, à leur inextricable envie d'être autre chose, de prétendre pour exister. Ainsi, les prestiges ne sont que la résultante d'un long cheminement, progressif et indéterminé, qui fait passer le récit d'une réalité pragmatique à une obsession dévorante, d'un auteur illusionniste à un public égaré, mystifié, mais paradoxalement complice de l'illusion. Lorsque j'appris qu'Angier préparait une imitation de l'homme transporté, je décidai de développer mon illusion. Je finis par bâtir l'équipement nécessaire au nouvel homme transporté. Il déchaîna un tonnerre d'acclamations, de sonnettes, de tiroirs-caisses et de vaines conjectures sur mon secret. La première strate est la zone de confort du récit, celui qui se lie au premier degré. Un conte sur l'illusionnisme avec des illusionnistes, et un prestige qui n'est, en tout état de cause, qu'une illusion. L'homme transporté est la promesse de l'œuvre, l'histoire d'une course au tour parfait qui dégénère, mais qui fait rêver un public, celui de la diégèse comme le lecteur du livre et le spectateur du film, en quête d'impossible et de sidération. Il s'agit du premier prestige, l'homme est transporté. Nous pensons voir un double, mais il s'agit de la même personne. Comment cela est-il seulement possible ? Nous restons alors dans cet entre-deux où nous cherchons à savoir mais nous ne voulons pas vraiment savoir. C'est cet équilibre qui donne vie au prestige. Il s'agit d'un tour de magie à la fois très sophistiqué et très simple, et ne pas avoir la réponse nous rappelle la fonction première du MacGuffin chez Alfred Hitchcock. Dans un train, un homme demande à un autre ce qu'il y a dans la valise. C'est un MacGuffin, lui rétorque-t-on, un dispositif pour piéger les lions en Écosse. Mais il n'y a pas de lions en Écosse, s'exclame l'homme. Alors dans ce cas, lui répond-on, ça n'est pas
un MacGuffin. Que faut-il comprendre de cette fable? C'est tout là le sens de la dernière citation du film de Nolan, absente du livre, prononcée par John Cutter. Une phrase suscitant beaucoup d'interprétations alors que sa signification est d'une simplicité déconcertante, comme les secrets d'un excellent tour de magie. Le prestige originel du film, l'homme transporté comme symbole de l'histoire que l'on nous raconte, de l'émerveillement que nous recherchons et de la non-révélation du secret pour garder ledit émerveillement intact, est bel et bien similaire à la fonction du MacGuffin chez Alfred Hitchcock. Si vous ne croyez pas aux lions en Écosse, alors le MacGuffin, le piège pour les capturer, ne fonctionne plus. Le tour n'a plus de raison d'être et l'illusion s'évapore. C'est accepter d'y croire qui lui donne vie. Et c'est précisément ce que nous invitent à faire Priest et Nolan quant au rapport intime que vous entretenez avec leurs œuvres. Une grande solitude était descendue sur moi. Ma vie est faite de secrets et de contradictions que je ne puis expliquer. Qui Sarah épousa-t-elle? Moi ou moi? J'ai 2 enfants. Sont-ils miens? Ou, en fait, sont-ils miens? Et, puisque nous en sommes là, de qui Olivia tomba-t-elle amoureuse? Lequel de mes moi essaya de dénoncer Angier? Lequel mit au point le nouvel homme transporté? Et lequel se transporta le premier? Tel est le dilemme essentiel de mon existence. Voilà ma vie. Je vous l'ai montré, mais cela ne vous apprend rien. Je marcherai seule vers ma fin. Dans l'ombre du premier prestige, le second est plus difficile à lire parce qu'évoluant sous forme de 2 itérations distinctes, celle du livre et celle du film. Il s'agit de la seconde strate. Christopher Nolan, on le sait, aime expliquer jusqu'au moindre détail le fonctionnement de sa pensée cinématographique, gâchant presque l'expérience d'un cinéma qui gagnerait parfois à sous-entendre plutôt qu'à montrer. C'est précisément et paradoxalement ce que fait si bien Christopher Priest, bien que le matériau littéraire soit plus adéquat. Ce prestige est celui du sacrifice invisible. C'est l'histoire de William Robinson se faisant passer pour un magicien chinois, mais aussi celle de tant d'artistes feignant être ce qu'ils sont en réalité, à l'image du film Victor Victoria de Reynold Schunzel en 1933, notamment adapté par Black Edwards en 1982, l'histoire d'une femme se faisant passer pour un homme qui se fait passer pour une femme, et ne pouvant pas révéler publiquement la supercherie, au risque de briser l'illusion et accessoirement son succès. Dans l'œuvre de Priest, la grande illusion est maintenue jusqu'au bout par Borden. Un thème très osé car maintenant le mystère sans aucune façon de le découvrir, tel que Nolan ne l'aurait jamais accepté dans son film. La vérité est qu'il est tout bonnement impossible de dire qu'il s'agisse de jumeaux ou même de frères ressemblants, bien que la possibilité soit soulevée avec force par Angier. En maintenant l'illusion jusqu'au bout, l'auteur nous amène à une réflexion cyclique exaltante. Borden est un génie de l'illusion à la sophistication inégalée, mais va prolonger son savoir-faire dans sa vie personnelle. Ainsi, pas de machines extraordinaires dans son travail, le dispositif électrique est juste là, littéralement, pour le spectacle, inoffensif et purement esthétique. Son prestige est de réussir à faire croire à de la magie, faire croire à un jumeau, faire croire qu'il a fait appel à Tesla, faire croire à une machine aux propriétés réelles. Borden, par son inventivité et son sacrifice, par l'application à la lettre de ce qu'il appelle le pacte d'acceptation de la magie, et qu'il ne rompe pas un seul instant, se perd lui-même dans son rôle. Ne cherchez surtout pas le secret de cette illusion. Si Borden est un ou 2, s'agit-il d'une seule personne, avec femme et maîtresse jouant une double vie, ou 2 personnes, ayant chacun une vie personnelle, mais feignant n'être qu'une personne ayant une double vie? Ce prestige est le plus beau, presque le plus vertigineux dans le livre, car le plus pur, mais aussi, quelque part, le plus dramatique de l'œuvre de Priest. Un tour joué dans la solitude, qui restera invisible, jamais applaudi. Borden meurt avec son secret, bel et bien seul, comme le suggère la fin de son journal. Un acte douloureux, personnel, dont la mise en abîme peut aussi se voir comme une allégorie de la création au sens pur. Le prestige est-il l'histoire d'une tragédie intime, celle de ses auteurs, Christopher Priest pour le roman originel, et les Nolan pour l'adaptation cinématographique? Il n'est jamais confirmé que le magicien, dans le livre, a un frère, mais cet élément s'impose comme la structure fondatrice du long métrage, comme si les Nolan y avaient amené un élément très personnel, jouant sur l'ambiguïté de la vie d'Alfred Borden, supposément Albert et Frédéric, 2 frères se partageant l'acte de création, à l'image de Jonathan et Christopher Nolan.
Ainsi, les lignes de vie des protagonistes principaux se croisent, avec une lecture différente, mais complémentaire, du livre au film. Comme expliqué plus tôt, Borden symbolise la fusion parfaite de deux individualités, ou personnalités, en une unique conscience indivisible. Si le film prend le parti de jumeaux réels, le roman tend vers la métaphore pure. Que Borden, seul et unique, voit sa symbiose interne se fissurer, créant ainsi un deuxième Borden, peut tout à fait se lire sur le plan psychologique, voire psychiatrique. En réponse, Angier divise réellement son être en deux entités distinctes et palpables via les effets de la machine de Tesla. Cette dichotomie matricielle, la psyché et le corporel, mène en réalité au même résultat. Une dissociation de soi, identitaire, par acte de sacrifice ou de profanation. L'approche diffère du livre au film, mais la finalité est strictement la même, signant ici l'excellence de la notion d'adaptation selon Nolan. Deux vies façonnées en une seule. Cela signifie deux vies diminuées de moitié. Un des hommes est là, aux yeux du monde, tandis que l'autre, dissimulé dans un univers inférieur, n'existe littéralement pas. La troisième strate fait entrer la notion d'aliénation. La merveilleuse illusion de l'homme transporté comporte une autre face. Elle dévoile un drame différent de celui d'Alfred Borden, mais se révèle considérablement plus violente, plus palpable dans la définition de l'horreur. Rupert Angier est un homme acculé qui veut réussir, obsédé par le secret de son rival dans le livre et même aveuglé par la haine dans le film. Au point qu'il abandonne l'art même de l'illusion, du faire-semblant, usant de manœuvres secrètes et de dispositifs cachés pour dissimuler une manipulation en réalité si simple qui décevrait quiconque en découvrait les rouages. En réalité, Angier est un charlatan. Il use certes de quelques techniques discrètes comme des trappes, mais sa voix n'est plus celle de l'imagination, elle est celle de la machination. En reniant les préceptes d'un art noble, celui du spectacle et de l'escamotage visuel propre aux magiciens défiant la logique, Angier signe symboliquement la profanation de l'identité même du grand Danton, en cherchant à tout prix à voler les secrets de son rival. Il est un contrefacteur par nature, et en réussissant son pari impossible avec Tesla, il ira jusqu'à se contrefaire lui-même, itération après itération, dans un acte aberrant de profanation de soi, pour maintenir un semblant d'illusion auprès d'un public berné pour de mauvaises raisons. Ne cherchez pas le secret de l'illusion, car il n'y en a aucun. Angier n'est ni un artiste ni un artisan, juste un mégalomane jaloux et fortuné, utilisant une technologie qu'il a achetée et que quiconque pourrait manœuvrer à sa place, sans apprentissage ni expérience. La version d'Angier dans le film de Nolan amène un élément nouveau et tend à complexifier considérablement le principe du prestige, puisque cette fois, la machine crée un clone en copiant également la conscience. Chaque soir, le magicien doit choisir. Survivre ou mourir pour sa propre gloire. L'acte de foi est réellement prodigieux, car la machine de Tesla s'apparente à une malédiction. Angier ne sait pas s'il sera le sacrifier ou le sauver, qui meurt, qui vit. Il est étonnant de voir que le concept même de prestige se retrouve inversé quant à la notion de profanation de soi. Selon le livre, le prestige est l'enveloppe inerte qui tombe sous la scène. Dans le film, le prestige est la révélation finale, le grand Danton apparaissant, fier et triomphant, en haut d'un balcon du théâtre. Le spectacle du meurtre reste invisible dans les deux cas, dissous dans la mécanique de l'illusion. Angier se retrouve dans une boucle effroyable, pactisant avec le diable, car le survivant aura toujours l'impression d'avoir eu de la chance, une position dominante confortée par le survivant suivant. Angier est à la fois le Dr Jekyll et Mr Hyde, la victime et le bourreau, prisonnier d'un rôle qui le dépasse. Un acte prophétisé dans le film avec la première version du tour de la disparition de l'oiseau, qui meurt écrasé par la machine. Cutter invente une version où l'oiseau est épargné, car c'est là où devrait résider la réelle illusion. Sauf qu'Angier n'a rien d'un illusionniste. Il est une marionnette s'animant spontanément elle-même, mais ayant réduit son champ d'action intellectuel à celle, symbolique, de l'oiseau subissant son destin. Chaque soir, un homme meurt dans l'agonie et dans la solitude, sans témoin, pour qu'un autre reçoive les applaudissements. Mais l'autre sera peut-être le suivant. Comme avec Borden, le sacrifice est ici aussi invisible, mais à lire au premier degré. Angier se suicide littéralement tous les soirs. Il s'agit d'un anti-prestige, d'un acte contre nature, aussi terrifiant que fascinant. Mon prestige et moi avions été rapetissés par l'intervention de notre ennemi. Je n'étais plus qu'un fantôme. Et lui
se retrouvait malade. Bien qu'il disposât de sa matérialité, il était condamné à mort depuis l'accident. Tandis que j'étais, moi, condamné à vivre dans l'ombre, mais en bonne santé. Je vais donc devenir un proscrit, abandonner les êtres qui me sont chers, m'exiler loin d'eux pour partir dans le vaste monde. Je suis prêt. Je marcherai seul vers ma fin. La 4e strate est de très loin la plus fascinante, d'autant qu'elle se trouve totalement absente du film, même si on l'y retrouve à l'état embryonnaire. Elle met en perspective l'idée que la rivalité d'Angier et Borden perdure dans le temps, avec une narration au présent mettant en scène leur descendance, notamment le jeune Andrew, lui-même victime de la machine de Tesla. Ainsi, la ligne de vie des deux magiciens comporte une malice assez curieuse. Leur journal respectif se termine par l'exacte même phrase « Je marcherai seul vers ma fin ». Angier ayant lu et conservé les écrits de Borden, difficile d'interpréter ce choix de la part de Priest. Ce que l'auteur raconte cependant en substance, c'est que les rivaux partagent la même finalité, une mort dans la solitude, par sacrifice invisible ou par profanation de soi. La symbolique du spectre joue alors un rôle primordial dans la grande métaphore que révèle l'œuvre de Priest, et il faut pour cela revenir aux origines mêmes de l'entité fantomatique du livre. Créé à la suite du dysfonctionnement de la machine de Tesla, le double incomplet de Rupert Angier devient l'élément central de la narration. Mais qu'est-il exactement ? Un clone, une âme errante ou une conscience résiduelle ? Au premier degré, il s'agit d'un transfert raté résultant en un entre-deux terrifiant. Le spectre est sirupeux, sa peau se confondant avec ses vêtements, il peut traverser les murs et les objets, laisse derrière lui une matière poisseuse et une odeur de putréfaction, tout en conservant la maîtrise de sa mémoire et de ses moyens intellectuels. L'Angier resté derrière, le prestige qui n'aurait jamais dû survivre, connaît aussi une métamorphose mais cette fois-ci intérieure. Il dépérit, voué à l'extinction, alors que son moi incomplet, le spectre, est voué à vivre dans un état de semi-conscience. Ce prestige est, au premier abord, celui de la perte de contrôle métaphorique, l'aliénation et la création d'un mythe. En tout point, la fin du prestige de Priest peut se définir comme un roman gothique. Le spectre Angier hante la propriété familiale des décennies après les événements comptés dans les journaux des deux magiciens, où se trouve même un caveau contenant tous les prestiges parfaitement conservés, c'est-à-dire les enveloppes inertes du grand Danton, récupérées à la fin de chaque tour. Une vision d'horreur et de fascination résistant au temps que le film peine à décrire à la toute fin avec les cuves d'eau, car le spectre, vraisemblablement immortel, œuvre dans l'esprit de Priest comme l'allégorie d'un tourment éternel frappant les descendants des deux rivaux. Il est en réalité semblable à la créature créée par le savant Victor Frankenstein du roman éponyme de Mary Shelley en 1818. Ainsi, les deux récits portent d'étranges similarités, à l'image du savant s'intéressant aux sciences modernes, même si l'utilisation de l'électricité pour animer le monstre est absente du livre et provient plutôt des adaptations cinématographiques tardives. Mais surtout, le roman de Shelley propose une construction complexe, avec de nombreux récits emboîtés les uns aux autres, rappelant la structure des romans de Priest. Le récit de la créature s'imbrique dans celle de Frankenstein, à l'image des différents narrateurs du Prestige, et quand le spectre Angier reprend la plume pour finir le journal lorsque le Prestige Angier décède. Les deux récits racontent, en partie, la même histoire, et cette métaphore est l'une des plus puissantes de la littérature moderne, avec des références régulières au cinéma, de Fight Club à Black Swan. Frankenstein crée une créature à son image, qui symboliserait à la fois ses angoisses, ses tourments, ses fantasmes, ainsi que tout ce qu'il rejette, mais aussi tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il craint être. Le savant est complémentaire de sa création, une sorte de négatif de sa propre identité. Il ne peut exister sans elle. Il est alors intéressant de lire la création d'un double intérieur via Borden et d'un double extérieur via Angier, comme une grande métaphore globale propre au roman gothique, où la création est souvent provoquée par un acte perçu comme contre nature, utilisant des outils et une pensée allant à l'encontre des lois de Dieu, ou plus prosaïquement, celles de la nature. Le double de Borden et le double d'Angier, sur des positionnements narratifs bien différents, ont par conséquent la même fonction que l'être cauchemardesque de Mary Shelley, qui ne cache par ailleurs pas la nature de son œuvre, puisque le titre original est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce quatrième prestige, prodigieux à bien des égards, est donc bel et bien celui du mythe de Prométhée. Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan, parfois considéré comme le créateur de l'humanité, mais surtout célèbre pour avoir défié les dieux de l'Olympe en offrant le feu aux hommes. Le feu est alors la symbolique d'une avancée pour l'humanité, qu'elle soit technologique, vitale ou culturelle.
Pour le punir, Zeus le condamne à la souffrance éternelle, attaché à un rocher sur une montagne, son foie se faisant dévorer tous les jours par l'aigle du Caucase et repoussant la nuit. Bien que le mythe soit interprété de bien des façons depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, sa lecture est fondatrice et commune à de nombreuses légendes et croyances religieuses humaines. Prométhée, par un acte contre nature de défiance envers les dieux, amène l'humanité à s'émanciper, car le feu est alors réservé aux divins. Il s'agit d'un bienfait, permettant aux hommes de façonner leur destin par eux-mêmes. Mais si le feu est libérateur, il est aussi destructeur. Dans le Prestige, la figure prométhéenne est indiscutablement portée par Nikola Tesla, au même titre que Victor Frankenstein, offrant à l'humanité la symbolique du feu, ou de la lumière, par le biais de son courant alternatif. Une lecture très largement universelle, que l'on retrouve d'ailleurs dans le cinéma de Christopher Nolan avec Oppenheimer en 2023, consacré au physicien américain déjà considéré comme un Prométhée moderne en 1945, et que le livre inspirant le film illustre par son titre évocateur, American Prometheus, Triomphe et tragédie de Robert Oppenheimer. La machine de Tesla serait-elle une bénédiction ou une malédiction ? Par son acte de création interdit, Tesla permet à Angier l'acquisition d'un pouvoir incontrôlable par nature, qui donne naissance à sa propre créature. Originellement, le monstre de Frankenstein est doué d'intelligence, sait parler et raisonner sur ce qui lui arrive, jusqu'à montrer une pensée émotionnelle et philosophique, bien que cette dimension se soit perdue pour laisser place à l'imagerie culturelle tardive de la créature difforme, bête et sans parole des films. Le spectre Angier est aussi le dernier narrateur de l'histoire, prenant la plume après le décès du prestige Angier et philosophant sur sa condition, sur le pourquoi et le comment de son existence. D'une tragédie impénétrable, la détresse identitaire, morale et spirituelle du personnage en font le réel et seul prestige de l'œuvre de Priest. L'évasion non pas du magicien sur scène, mais de l'illusion devenant hors de contrôle de son créateur. La magie devient mythe, le créateur devient Prométhée. L'illusion perdure, hante les lieux et contamine la descendance. La réalité se brouille, encore et toujours, et le lecteur comme le spectateur est invité à douter de tout. Le Prestige de Christopher Priest et son itération spectrale incomplète avec le film de Christopher Nolan, et l'histoire du mausolée de l'illusion, un musée de l'horreur où chaque prestige est conservé par son créateur, réplique sans âme d'un acte de création raté, avec toute la symbolique que vous pourrez y trouver pour un réalisateur ou un auteur face à ses œuvres. Cela nous amène tout droit à la dernière strate de compréhension du Prestige. Le prestigitateur et les spectateurs passent ce que j'appelle le pacte d'acceptation de la magie. Ils ne le formulent pas ainsi, et les spectateurs sont d'ailleurs à peine conscients de son existence. Mais il n'en existe pas moins. Le Prestige est une œuvre majeure au sens littéral. Sa véritable magie finit par révéler une double vérité vertigineuse, aussi bien sur l'acte de création, symbolisé par l'auteur Priest et le cinéaste Nolan, que sur les différentes lectures que le dit acte permet, culminant avec les mécaniques prométhéennes. Le public est autant manipulé que complice de l'illusion. Le pacte est implicite, presque faustien. Dupe-moi, mais fais-le avec génie. Le pacte d'acceptation de la magie est aussi celui de la suspension volontaire de crédulité, un acte conscient lorsque le public assiste à un spectacle d'illusionnisme ou regarde un film. Nous savons que tout cela est faux, ou impossible, ou hors de portée, mais nous voulons y croire. Le rôle du créateur est de subtilement faire douter, suffisamment pour se dire « et pourquoi pas ?» Le cinéma, la littérature, toutes les formes de narration que symboliserait la notion de MacGuffin, si toutefois vous acceptez l'existence des lions dans les hautes terres d'Écosse, ainsi que la magie, vont au-delà du simple divertissement. Ils deviennent une réflexion sur notre consentement à être dupé, fasciné par l'artifice autant que par son coût moral, celui du mensonge, du meurtre, de la profanation, du suicide et des actes contre nature. Les mécaniques de l'illusion poussent à la réflexion. Elle questionne sur notre capacité à accepter un fait établi, un acte interdit ou une explication dérangeante. Le feu volé par Prométhée est l'acte de création originel. Il ouvre une brèche, un espace hors du temps, et n'est possible que si vous acceptez d'y croire. Car en création, il n'y a rien de plus beau que le sacrifice ou la profanation. Le secret est qu'il n'y a pas de secret, juste la croyance. Et en définitive, le grand Danton avait peut-être raison dès le départ. Knows the truth. The world is simple, miserable, solid all the way through.
that if you could fool them, even for a second, then you could make them wonder. Then you got to see something very special. Le Prestige nous rappelle à quel point nous désirons l'illusion, même au prix d'une proximité dérangeante avec l'immoralité. Le livre comme le film ne nous propose pas de rester simple spectateur d'une rivalité, mais de devenir complice d'une expérience narrative sophistiquée. Les auteurs brisent la chronologie, croisent les récits, multiplient les points de vue pour mieux ébranler nos certitudes, et nous donner l'illusion que nous cherchons sincèrement le secret. Mais c'est là que John Cutter, à la fin du film, renverse la perspective. Vous ne trouverez pas le secret, car au fond, vous ne voulez pas vraiment le connaître. Il ne s'agit pas d'un défi, mais d'une révélation. Plus qu'un pacte de tromperie, c'est une véritable complicité morale. L'illusionniste compte sur vous pour préserver le mystère. Le vrai prestige, c'est d'entretenir ensemble l'idée qu'il n'y a, au fond, même pas de secret. C'est la grande et belle leçon de conteur offerte par Christopher Priest et Christopher Nolan dans cette fascinante double œuvre que représente le diptyque littéraire et cinématographique du Prestige.